Et nous sommes toujours en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence au 3e jour. Nous sommes désormais avec Pierre-Étienne Franc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général et cofondateur de i24, un fonds d'investissement dans l'hydrogène. Mais d'abord, j'aimerais vous faire réagir à un propos d'un de vos confrères, ici même, hier après-midi. Jean-Pierre Clamadieu, président du conseil d'administration d'Engie, qui nous dit qu'il faudra se résoudre à importer de l'hydrogène de pays extra-européens. J'avais parlé à un de vos confrères il y a une semaine, j'avais dit à peu près la même chose. Ah, c'est du copier-coller. Oui, vous n'exagérons rien. Il a une vision bien plus large que la nôtre. Mais c'est vrai que si on regarde les enjeux de la transition énergétique, pour un certain nombre de pays, c'est d'arriver à monter le mix en énergie renouvelable, donc décarbonée, le plus vite possible, de manière compétitive et sur des très très grosses quantités. Et aujourd'hui, le Japon, la Corée et l'Europe, pour des raisons différentes, n'ont pas les moyens de trouver soit l'espace, soit les coûts, soit la rapidité d'exécution. Et il se trouve qu'en Europe, en face, au Maghreb, pas très loin au Moyen-Orient, on a des espaces disponibles avec des conflits d'usage de sol qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a en Europe, parce que ce sont généralement des déserts, avec une capacité d'exécution de projets de plusieurs gigawatts, et dont l'enjeu, c'est de les ramener sous une forme transportable. Donc c'est là que l'hydrogène ou l'ammoniac deviennent des vecteurs très intéressants. Donc oui, en plus, si on prend le cas de la France, c'est vrai qu'il y a un énorme enjeu de redéploiement du nucléaire, d'électrification, de renforcement du système électrique français. Mais si en plus on doit gérer la production décarbonée pas chère d'hydrogène pour servir les industriels électro-intensifs, on met une pression complémentaire sur le réseau qui est extrêmement difficile à tenir. Donc il faut faire les deux. Il faut laisser le nucléaire se redéployer, il faut renforcer les réseaux, mais il faut aussi aller chercher des compléments d'hydrogène qui vont aller aider à décarboner des industries très intensives en énergie, qui sinon risquent de délocaliser en fait. Surtout quand on voit que l'Uruguay a annoncé il y a 15 jours mettre 4 milliards sur la table. Alors l'Uruguay, c'est peut-être un peu loin pour nous. Mais si vous prenez le cas du Maroc, vous prenez le cas de l'Algérie, vous prenez l'Espagne, ce sont quand même des pays qui ont des potentiels de solaire et d'éolien combinés, donc de taux de charge d'électricité disponible pour faire de l'hydrogène, qui arrivent à des coûts de revient qui sont assez compétitifs. Et donc on n'a pas besoin d'aller jusqu'en Uruguay pour ça. On va déjà voir autour de nous. En plus, c'est un moyen de faire ce qu'on appelle du friendshoring, c'est-à-dire d'aller chercher cette énergie dans des pays voisins, amis. Et pour la France, c'est pas forcément une mauvaise idée de relancer des dynamiques énergétiques avec ces pays qui sont tout près. Votre partenaire d'i24, Vinci, va déjà en train de construire des corridors avec l'Espagne. Et justement, où ça en est aujourd'hui, i24, un an et demi après son lancement? Alors, i24, comme vous le savez probablement, c'est une société de gestion qu'on a créée conjointement avec Ardian. On a levé effectivement 2 milliards avec un mix très original d'industriels fondateurs et d'autres industriels qui représentent 50% des investisseurs du fonds et un mix de financiers. Donc dans les grands industriels qui nous ont soutenus dès le départ, Air Liquide, maison dont je viens, donc ils nous ont accompagnés, Total Energy, Vinci, mais aussi des Américains, Plug Power, Baker Hughes, etc. Donc le fonds est en déploiement. On a déployé 4 projets et notre situation est très emblématique du secteur. C'est-à-dire qu'on a pris des positions dans des développeurs de projets, dans les pays qui sont très puissants pour faire du renouvelable pas cher, donc les Nordiques, le Danemark avec Everfuel, projet d'hydrogène pour servir la raffinerie ou des industriels du Nord avec l'accès à du renouvelable hydroélectrique pas cher. L'Espagne, j'y vais avec Enagás dans Enagás Renouvelable, donc pour faire exactement ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire faire de l'hydrogène pas cher et aider à décarboner la sidérurgie, l'ammoniac, etc. Troisième, e-carburant, e-ammoniac, Sustainable Aviation Fuel avec i2Gen, qui lui est au Canada, au Québec plus précisément, en Norvège, en Allemagne et aussi en France. Et puis, tout le sujet de la mobilité dont on parle peu, mais qui est fondamental, parce qu'on aura, si vous voulez, aujourd'hui, le modèle qui marche, c'est l'hybride électrique diesel, mais demain, on va devoir hybrider autrement. On va devoir hybrider électrique et hydrogène. Et on va devoir hybrider plus ou moins d'hydrogène en fonction de la densité de ce que vous transportez, de l'intensité des travaux, des voyages que vous devez faire. Et donc, on a pris 40% du seul réseau qui existe en Europe de manière un peu structurée, qui est le réseau allemand de distribution d'hydrogène, pour le reconfigurer et le rendre capable d'accompagner la vague de mobilité intensive et lourde. Mais quand on aura déjà réussi à décarboner l'industrie avec de l'hydrogène, il y en aura encore pour la mobilité? Et laquelle de mobilité? Alors, la mobilité la plus critique, c'est les camions longue distance,
c'est les véhicules utilitaires qui ont des circuits très intensifs, à la fois en poids à transporter, donc les petits camions, les 3 tonnes, mais aussi les taxis. Et c'est des mobilités où on peut arriver à construire de logiques de flotte, c'est-à-dire avec des return to base, ce qui permet de rapidement massifier les réseaux et charger les stations. Donc, ce que font les taxis à Paris, ce que vont faire les grands opérateurs logistiques dans les ports. C'est pour ça que c'est très important aussi que la stratégie d'importation d'énergie à base d'hydrogène ou d'ammoniac intègre la vision portuaire et la vision aéroportuaire. Et puis ensuite, la mobilité, c'est bien entendu le maritime, les voies ferrées, le ferroviaire régional, pour lequel les solutions de batterie ne fonctionnent pas sur tous les trajets, et l'avion. Et l'avion... Il y a eu des annonces récemment qui ont été faites sur les SAF, les carburants durables. Alors, les SAF... Surtout que je me permets de vous rappeler que vous avez oublié ADP aussi dans les partenaires. ADP et Airbus. 24, et Airbus. Oui, Airbus est un des grands partenaires aussi. Mais je dis, c'est que j'en ai beaucoup, donc sinon on prend 10 minutes et je vous les dis tous, parce qu'il y a aussi quelques financiers. Bon. Alors, en fait, les gens se focalisent beaucoup sur l'avion hydrogène, auquel je crois personnellement très fortement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quelles que soient les méthodes, on a besoin d'hydrogène. Soit on dope les systèmes existants au kérosène avec de l'hydrogène. C'est les méthodes que préconisent les motoristes. Donc là, on commence à baisser déjà les émissions de 10 à 20%. Soit on passe au SAF. Les SAF, c'est de l'hydrogène, avec soit de la biomasse, soit de l'hydrogène et du carbone qu'on a récupéré, et on fait des fuels synthétiques. Donc on a besoin d'hydrogène. Soit c'est du liquide, et le liquide, pour ça, il faut développer des infrastructures de distribution d'hydrogène liquide sur les aéroports. On ne le fera pas si on n'a pas d'abord développé la mobilité routière, parce qu'il faut développer à l'échelle ces usages pour que les prix baissent et que ce soit compétitif pour un avion de passer à l'hydrogène liquide. Bien sûr. Et justement, est-ce que aussi le manque de vision partagée sur l'hydrogène en Europe, comme le disait non pas Clamadieu, mais Catherine MacGregor, sa DG sur une table ronde hier matin, c'est aussi ce qui peut freiner le développement de l'hydrogène. Écoutez, ce qui est un peu dommage, c'est que l'Europe s'est construite sur un projet énergétique avec l'ACK. Aujourd'hui, l'ensemble du système énergétique mondial doit être transformé. Il faut imaginer un système de demain qui sera fondamentalement basé sur l'électron et l'hydrogène. Et l'électron, on peut ne le faire que de manière compétitive que de 3 manières. Le nucléaire, le renouvelable et l'hydroélectrique. Bon. Donc, je ne comprends pas pourquoi les Allemands n'intègrent pas ça, parce que c'est un moyen pour eux de fluidifier l'accès à un réseau avec une composante de base. Et je ne comprends pas pourquoi, de l'autre côté, comme on l'a dit tout à l'heure, la France n'ouvre pas le sujet, parce qu'en plus, la France est un carrefour maritime énorme, qui peut donc récupérer ses énergies sous toutes ses formes dans plusieurs ports, et qui sert de plateforme en fait vis-à-vis du reste de l'Europe. Donc l'Europe a intérêt à recréer un pacte énergétique nouveau, qui à mon avis est potentiellement le ciment d'une Europe de demain. Donc il faut absolument régler ces différends. Parce que si on ne les règle pas, on n'arrivera pas à avoir une énergie compétitive pour aucun d'entre nous, ni pour les Français, ni pour les Allemands. Donc nous, il nous semble essentiel d'arriver à converger sur cette mixité des usages et des formes d'énergie et de créer une nouvelle Europe de l'énergie. Qu'est-ce qui bloque alors? L'Allemagne qui refuse le nucléaire? En fait... Ça a l'air bien pour ça quand même. Je pense qu'il y a des soucis de bataille de compétitivité. C'est vrai que les Allemands ont bénéficié très longtemps de la compétitivité du gaz russe, et donc pour eux c'est un bouleversement radical. Les Français ont bénéficié pendant très longtemps de la compétitivité du nucléaire, et aujourd'hui on voit bien que même avec la puissance de notre industrie nucléaire, on a un électron et un réseau qui est tendu, parce que les enjeux d'augmentation de la part de l'électrique sont très très considérables. Donc, moi, je pense que l'union fait la force, mais en période de crise, parfois, on ne choisit pas l'union, et c'est ça qu'il faudrait essayer de faire bouger. Merci, Pierre-Étienne Franc. Merci beaucoup.